Bonjour à tous. L'IDD-PNQL a organisé une série de 3 webinaires à l'intention des Premières Nations portant sur la contamination environnementale, soit Hydrogéologie 101, comprendre la caractérisation environnementale et enfin échantillonnage environnemental, analyse et interprétation. Ces webinaires sont rendus possibles grâce à la contribution financière de Services aux Autochtones Canada. Le premier webinaire, Hydrogéologie 101, vise à expliquer les notions de base de l'hydrogéologie, des notions qui vous seront utiles pour bien comprendre les webinaires suivants. Les webinaires sont tous disponibles sur le site web de l'IDD-PNQL sous l'onglet « Restauration de site ». Pourquoi suivre ce webinaire? Pour mieux comprendre les rapports d'études environnementaux, pour mieux comprendre le travail des consultants en hydrogéologie et en environnement, pour parfaire ses connaissances sur l'hydrogéologie. En gros, nous avons décidé d'organiser ce webinaire surtout pour vous expliquer les bases de l'hydrogéologie, les principes lorsqu'un déversement de contaminants se produit, qu'est-ce qui arrive, comment est-ce que les contaminants vont se comporter dans le sol, qu'est-ce qui va arriver selon le type de contaminant. Par la même occasion, vous expliquer certains termes qu'on retrouve souvent dans les rapports d'études environnementales qui sont produits lors de la mise en œuvre d'importants projets industriels ou miniers, ainsi que d'expliquer en quoi consiste le travail d'un consultant en hydrogéologie et en environnement. Plan du webinaire. Ce webinaire sera séparé en 6 grands chapitres. Qu'est-ce que l'hydrogéologie? Quelle est son utilité? Les principes d'écoulement et de contamination, les caractéristiques des contaminants qui affectent leur propagation dans les sols, les caractéristiques des sols qui affectent la propagation des contaminants et enfin une récapitulation des points importants à retenir. Tout d'abord, qu'est-ce que l'hydrogéologie? L'hydrogéologie, c'est la science de l'étude des relations entre les eaux souterraines et les matériaux et processus géologiques. Cela touche autant l'étude de la qualité des eaux souterraines, l'implantation de puits, la préservation de la qualité des nappes, ainsi que l'exploitation et la décontamination de celles-ci. Quelle est son utilité? L'hydrogéologie, c'est les études qui viennent appuyer des travaux liés à l'exploitation des ressources souterraines. Ce sont les hydrogéologues qui viennent déterminer l'emplacement des puits, la conception des installations, les procédés de forage utilisés, quel équipement il faut utiliser, les matériaux qui vont être nécessaires. Elle permet aussi de surveiller la qualité des eaux souterraines. Cela intervient particulièrement dans les cadres des études de projets comme des aménagements urbains, industriels, miniers, agricoles ou de projets de génie civil lorsque des effets potentiellement négatifs sont déterminés sur les eaux souterraines. Enfin, lorsqu'il y a un cas de contamination des nappes d'eau souterraines, c'est l'hydrogéologue qui va mettre en place un plan de décontamination et s'assurer aussi de sa mise en œuvre. Je vais maintenant vous parler des principes d'écoulement des eaux et des contaminants à travers les sols. L'image suivante est un schéma du cycle de l'eau sur Terre. Donc l'eau s'évapore de points d'eau tels les océans, les fleuves et les lacs. Elle monte au ciel où elle va se condenser pour ensuite retomber sur la Terre sous forme de pluie ou de neige. Une fois que l'eau a atteint le sol, celle-ci va ruisseler ou s'infiltrer tranquillement dans les sols jusqu'à atteindre la nappe d'eau souterraine, aussi appelée aquifère. Un aquifère, c'est un milieu poreux formé de matériaux géologiques qui permet un captage d'une quantité suffisante d'eau souterraine. Une fois que l'eau a atteint la nappe, elle va continuer de s'écouler jusqu'à un point d'émergence, comme une source d'eau, un lac, un fleuve ou un océan. L'eau est donc de retour à son point de départ et le cycle recommence. La contamination des sols peut être produite par une panoplie de polluants. Il en existe énormément et ceux-ci peuvent être classés selon plusieurs catégories différentes. Il y a les contaminants organiques et inorganiques. Les contaminants organiques sont des micro-organismes comme des bactéries et des virus, des matières organiques mortes comme du fumier, des hydrocarbures comme le pétrole et ses dérivés, ou bien des produits organiques persistants appelés POP, comme les solvants, les pesticides, les insecticides et les engrais. Les contaminants organiques sont souvent retrouvés sur les terres agricoles. Lorsque ceux-ci sont trop épandus, il y a création d'une saturation dans le sol et les excédents vont s'écouler avec la pluie et aller contaminer les eaux aux alentours. Ils sont généralement toxiques pour la faune et la flore du sol. De plus, ils peuvent causer l'accélération de l'eutrophisation des plans d'eau. L'eutrophisation, c'est un apport excessif de nutriments dans les eaux. Cela crée une prolifération végétale. En d'autres mots, ça provoque l'accélération du processus où un lac se transforme en marais.
Ensuite, il y a les contaminants inorganiques. Les polluants inorganiques se retrouvent principalement sous forme de métaux lourds, comme le plomb et le mercure. Ils proviennent entre autres des sites d'enfouissement, des déchets domestiques et industriels, des sites d'extraction de minerais ou de pétrole, ainsi que de la pollution atmosphérique. Lorsqu'ils sont présents en grande quantité dans le sol, cela devient très nocif pour l'environnement. Ils sont traduits par une atteinte à la fertilité des sols ainsi qu'une contamination des cours d'eau et des nappes souterraines. Ensuite, on retrouve des contaminants sous forme liquide, gazeuse ou métallique. Les contaminants liquides sont simplement des contaminants qui se retrouvent sous forme liquide comme l'essence et les solvants. Les contaminants gazeux, quant à eux, se retrouvent dans l'atmosphère. L'un des plus connus est le dioxyde de soufre, soit SO2, qui provient des industries et de la combustion des combustibles fossiles. La contamination métallique est quant à elle due à de nombreux métaux comme l'aluminium, l'arsenic, le chrome, le cobalt, etc. Elle peut aussi être due à des métaux lourds comme le mercure, le cadmium, le plomb, etc. Ces contaminants métalliques proviennent de nombreuses sources. Ils peuvent provenir des rejets d'usines comme des papeteries, de l'épandage de certains produits en agriculture, de l'utilisation de certains fongicides, des retombées de poussière atmosphérique émises lors de la combustion d'essence automobile, de l'incinération de déchets, du lessivage des roches dans les mines, ou bien du ruissellement des eaux de pluie sur les routes et les toitures. Ensuite, il y a les contaminants qui sont dits miscibles ou non miscibles. Un polluant miscible, c'est un polluant qui peut se mélanger avec l'eau et créer une solution homogène. Un bon exemple est le sel de déglaçage, qu'on utilise durant l'hiver pour déglacer les routes. Tandis que les contaminants immiscibles sont des substances qui sont incapables de se mélanger avec l'eau. La solution va rester hétérogène. Les métaux lourds et certains hydrocarbures comme le pétrole et l'essence en sont de bons exemples. De plus, étant donné que ces contaminants sont incapables de se mélanger avec l'eau, ceux-ci vont s'accumuler à la surface ou à la base des nappes souterraines, selon leur poids par rapport à l'eau. Il y a aussi les pesticides, les herbicides qu'on utilise contre les organismes qui sont considérés comme indésirables. Finalement, il y a les contaminants pharmaceutiques. Ils proviennent des eaux usées contenant des excrétants de personnes ou de malades les ayant absorbés, de l'élimination sauvage de produits pharmaceutiques, par exemple lorsque des médicaments sont jetés dans les toilettes, et enfin par les eaux de ruissellement contenant des déjections animales ayant suivi des traitements vétérinaires. La contamination n'est pas nécessairement causée par un déversement direct de substances nocives sur le sol. Dépendamment de la forme sous laquelle le contaminant se trouve, dans certains cas, il est transporté par la pluie. Par exemple, s'il y a déversement d'un contaminant solide soluble, il ne s'infiltrera pas dans le sol tant qu'il n'aura pas accès à un solvant. Donc, lorsqu'il y aura de la pluie, il va se dissoudre dans cette eau et poursuivre son chemin à travers le sol. Dans certains cas, les contaminants peuvent provenir directement de la pluie. La contamination des sols et des eaux souterraines peut provenir de nombreuses sources de contamination telles que les sites urbains comme les égouts et stations d'essence, dans les sites industriels comme les sites d'enfouissement et les mines, les terrains agricoles et enfin le développement urbain comme les fosses septiques et les égouts. Nous allons maintenant voir quel est le parcours classique d'un contaminant dans le sol. Tout d'abord, il y a déversement d'une substance polluante, ici représentée sur l'image par le numéro 1. Une fois le polluant en contact avec le sol, celui-ci va s'écouler verticalement à travers la zone non saturée jusqu'à atteindre la surface de la nappe d'eau souterraine. La zone non saturée est la zone du sol où les pores ne sont pas complètement remplis par l'eau, contrairement à la nappe souterraine où les pores sont complètement remplis d'eau. De plus, selon la nature du polluant, une partie de celui-ci peut être dégradée par les micro-organismes présents dans le sol ou bien être absorbé par les végétaux. Une fois que celui-ci rejoint la nappe, il va continuer son parcours selon un cheminement subhorizontal selon le sens d'écoulement de l'eau de la nappe, comme représenté au numéro 3 de l'image. C'est à ce point que le panache de contamination commence à se former. Le panache de contamination, c'est la limite où s'étend le polluant dans le milieu. Plus on est proche de la source de contamination, plus la concentration sera élevée. Donc, plus le panache va s'étendre, plus la concentration sera faible à sa limite. Il est important de retenir qu'il faut intervenir le plus rapidement possible pour arrêter la source de contamination.
Si on observe l'image suivante, celle-ci représente un exemple de propagation d'un panache de contamination selon le nombre de jours passés, soit 2000, 4000, 6000 et 8000 jours. Donc si on l'observe bien, l'image, on peut comprendre que plus le temps passe, plus le panache prend de l'ampleur. Donc si le déversement de contaminants est arrêté à sa source, le panache va continuer de s'étendre selon le courant de l'eau. Toutefois, sa concentration va être beaucoup moins élevée. Il existe beaucoup de caractéristiques qui peuvent venir influencer le parcours d'un panache de pollution, ainsi que la forme que celui-ci va prendre. Nous les survolerons dans les 2 prochaines sections. Les propriétés physiques et chimiques d'un contaminant peuvent venir modifier le comportement d'un panache de pollution, telle sa vitesse de propagation et sa forme. En voici quelques-unes. La première propriété est la volatilité. La volatilité est la capacité d'une substance à s'évaporer. Donc, plus le contaminant déversé est volatile, plus celui-ci va avoir tendance à s'évaporer avant de s'infiltrer dans le sol. Il y aura donc une moins grande quantité de contaminant qui va pouvoir s'infiltrer dans le sol et se diriger vers la nappe souterraine. L'essence est un bon exemple de substance volatile et le mazout et les BPC sont quant à eux de bons exemples de substances non volatiles. Ensuite, il y a la solubilité, soit la capacité d'une substance à se dissoudre dans l'eau. Lorsqu'un contaminant soluble se mélange avec l'eau, celui-ci va continuer son cheminement à la même vitesse que l'eau dans le sol. Tandis que si le polluant est insoluble, même s'il y a un apport en eau, celui-ci va continuer à s'écouler à sa propre vitesse. Il ne se mélangera pas avec l'eau. De plus, lorsqu'un contaminant très soluble rentre en contact avec la nappe souterraine, celui-ci sera dissous dans la nappe et il va contaminer une grande partie de la nappe. Tandis que le contaminant insoluble va plutôt rester sur le dessus de la nappe ou bien s'étendre en dessous de celle-ci. Il ne se mélangera pas avec l'eau. Ensuite, il y a la viscosité, soit la capacité de résistance d'un fluide à son écoulement. Donc, plus la viscosité d'un contaminant est élevée, plus il se déplacera lentement dans le sol. La contamination sera donc beaucoup plus lente. Enfin, il y a la densité, soit la capacité de flotter ou de couler. Dans le cas d'un contaminant qui est plus dense que l'eau, celui-ci va traverser verticalement la zone saturée pour se rendre directement jusqu'à la base de la nappe souterraine. Comme il est possible de remarquer sur l'image de gauche, cela provoque l'accumulation de contaminants sur toute la longueur entre la surface du sol et le fond de la nappe, ce qui provoque par le fait même un panache de pollution beaucoup plus important. Tandis que lorsque le contaminant est moins dense que l'eau, par exemple l'essence, il va s'écouler verticalement, mais son parcours va s'arrêter à la surface de la nappe souterraine. On voit sur l'image de droite que la concentration est beaucoup moins élevée que dans le cas d'une contamination avec un contaminant plus dense comme les solvants chlorés utilisés pour le nettoyage à sec. Pour la prochaine section, je vais faire un survol des caractéristiques des sols qui affectent la propagation des contaminants. La première caractéristique est le type de perméabilité. La perméabilité est la propriété d'une roche, d'un terrain ou d'un corps de permettre la pénétration de l'eau dans eux. Il existe 2 types de perméabilité, la perméabilité d'interstice et la perméabilité de fracture. Dans un milieu possédant une perméabilité d'interstice, les vitesses typiques peuvent varier entre quelques centimètres à quelques centaines de mètres par an. Par exemple, l'eau dans le sable peut se propager jusqu'à 920 mètres par an. Tandis que dans un milieu fracturé, lorsque les fractures sont bien interconnectées, comme dans l'image de droite, la vitesse d'écoulement peut y être très élevée, soit jusqu'à quelques centaines de mètres par an. Toutefois, c'est rare que dans la nature ce soit aussi bien interconnecté. Souvent, les fractures ne se rejoignent pas. Donc, le contaminant va s'installer dans les fractures, mais ne pourra pas aller plus loin dans le sol. En conclusion, la contamination dans les milieux possédant une perméabilité d'interstice est habituellement plus rapide que dans un milieu de fracture, puisqu'il est presque toujours connecté avec la nappe d'eau souterraine. La perméabilité d'interstice se mesure en fonction de la dimension des pores. De nombreux paramètres peuvent venir affecter la porosité, la perméabilité et la vitesse de déplacement des contaminants. Premièrement, plus les sédiments sont fins, plus la surface de contact entre l'eau et les sédiments sera grande. Cela augmentera la force de friction entre l'eau et les solides, réduisant par le fait même la vitesse d'écoulement. Par exemple, entre du gravier et du sable, l'eau va s'écouler moins rapidement dans le sable que le gravier. Ensuite, la perméabilité augmente avec la taille moyenne des particules, puisque la taille des pores augmente. En observant les 2 premières images de gauche de cette diapositive,
Il est facilement remarquable que les pores entre les grains grossiers représentent une plus grande surface que ceux des grains fins. La propagation des contaminants se fera donc plus rapidement lorsque les grains sont grossiers. Ensuite, plus les quantités des diamètres des grains augmentent, plus l'échantillon est hétérogène, de sorte que les matériaux fins peuvent venir combler les vides entre les fragments plus grossiers, comme il est possible de voir sur la troisième image. La perméabilité est donc diminuée. Lorsqu'on compare des sols de grains arrondis et des sols de grains anguleux et irréguliers, il est possible d'observer que le sol de grains arrondis se compacte beaucoup mieux et ont beaucoup moins de pores à comparer aux sols de grains irréguliers et anguleux. Autrement dit, les contaminants vont s'écouler beaucoup plus rapidement à travers un sol de gravier que dans un sable de plage. Au courant des prochaines diapositives, je vais vous parler de la nature des sols puisque ça peut aussi venir affecter la propagation des polluants dans le sol. Donc, dans les sols sableux, qui sont majoritairement composés de sable, la porosité est très élevée. Dans un tel sol, les contaminants vont s'écouler et s'étendre beaucoup plus rapidement, étant donné la forte porosité. Les sols limoneux sont quant à eux composés de limon, dont les particules le composant sont relativement serrées, permettant au liquide de se déplacer plus ou moins facilement. Les limons sont des terres ou de fines particules entraînées par les eaux et déposées sur les lits et les rives des fleuves. Ça ressemble à une argile, mais un peu plus grossier. Le cheminement des contaminants est donc ralenti par ce type de sol. De plus, lorsque les sols nus sont soumis à des conditions de sécheresse, il se forme une croûte très dure sur le dessus, ce qui vient créer une barrière qui vient empêcher l'eau de s'infiltrer jusqu'à un certain point. Les sols humifères sont composés principalement de matière organique, où l'eau s'écoule facilement. Dans ce genre de sol, la propagation des polluants est relativement rapide étant donné la forte porosité. Ce type de sol se retrouve principalement dans les milieux agricoles. Ils sont surtout utilisés pour leur haute fertilité et leur haute capacité de drainage. Ensuite, il y a les sols argileux, composés majoritairement d'argile. Ils possèdent une porosité très faible et laissent peu de place à la circulation liquide. La capacité de propagation de polluants dans un tel type de sol est donc très réduite. C'est pourquoi ceux-ci sont utilisés comme couche imperméable dans diverses situations et lors de la création de bassins de rétention. Enfin, il y a les barrières naturelles qui sont faites d'argile et de limon. Comme mentionné précédemment, ce sont des types de sols qui ont une faible porosité et qui sont relativement imperméables. Donc, lorsqu'il y a présence d'une barrière naturelle, cela peut empêcher la contamination de continuer son trajet vers la nappe souterraine. Finalement, je vais vous parler des types de roches. Tout d'abord, il y a les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires sont créées par la compaction des sédiments dans le fond d'un plan d'eau, tel un océan. Ce sont des roches relativement friables, généralement composées de couches horizontales. Elles sont situées principalement dans le sud du Québec et en bordure du fleuve Saint-Laurent. Un bon exemple de milieu composé de roches sédimentaires est l'île Anticosti. Ce sont des roches qui possèdent une porosité relativement élevée, mais qui est variable. Donc, dans certains cas, si elle subit des dissolutions de minéraux, la quantité de pores va être beaucoup plus importante. La contamination se fera donc plus rapidement dans ce type de sol. Les roches plutoniques et métamorphiques sont quant à elles des roches très dures qui possèdent une très faible porosité. Ce sont des roches qui possèdent surtout une porosité de fracture. Il n'y a pratiquement pas d'espace vide entre les cristaux et en l'absence de fracturation ou d'interaction, la porosité est nulle. À moins d'être fortement fracturés, ce sont des milieux où les possibilités de contamination sont très faibles. Les roches plutoniques sont surtout présentes dans le nord du Québec et les roches métamorphiques couvrent quant à elles un grand territoire qui longe le long du fleuve Saint-Laurent. On les retrouve autant en Abitibi que sur la côte nord. C'est ce qui conclut le webinaire sur l'hydrogéologie 101. Je vais donc finir cette présentation par un petit récapitulatif des points importants à retenir. Les points importants à retenir. Plus le temps passe, plus le panache de pollution va prendre de l'ampleur. C'est vraiment important d'intervenir le plus rapidement possible en arrêtant l'écoulement de contaminants à sa source. Ensuite, plus les sédiments sont fins, plus la vitesse d'écoulement sera lente. Donc, si la contamination se produit dans un milieu tel un sol de gravier, à comparer à un sol sableux, la contamination va être plus rapide dans le sol de gravier. Plus l'écart type des diamètres des grains augmente, plus la perméabilité sera faible. Donc, un sol hétérogène va être beaucoup plus imperméable qu'un sol homogène.
Les sols sableux sont très poreux et ne retiennent pas l'eau. La vitesse d'écoulement y est très élevée. Ensuite, les sols limoneux sont des endroits qui laissent plus ou moins le passage des liquides, donc moins propices à être contaminés rapidement. Les sols argileux possèdent une perméabilité très faible et sont souvent utilisés comme barrière pour réduire les risques de contamination ou pour faire des bassins de rétention d'eau. Enfin, les sols humifères sont des sols perméables qui ne retiennent pas beaucoup les liquides. Donc, dans le cas d'une contamination, le polluant va se propager rapidement dans les sols. Les roches sédimentaires sont des milieux propices à la contamination étant donné leur porosité parfois élevée dépendant des cas. Enfin, les roches plutoniques et métamorphiques, qui ne sont pas fracturées ou altérées, possèdent une porosité nulle, donc le risque de contamination de ce type de sol est très faible. C'est ce qui conclut le webinaire. Nous espérons qu'il vous a été utile et vous a permis de mieux comprendre les principes de l'hydrogéologie. Si vous avez des questions, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse courriel située sur le bas de cette diapositive.